Les nouvelles déclarations choc du fugitif Houssine Arfa cette semaine ont fait scandale. L'année débute à peine que les esclandres du régime HVM continuent de défrayer la chronique. À Madagascar, les promesses d'un état de droit ne sont que chimères. Le gouvernement est l'obstacle qui empêche de mettre en marche un processus électoral transparent et inclusif, d'après l'association FTMF. Un an, jour après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis se retrouvent dans une période de turbulence avec la fermeture partielle de l'administration fédérale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À l'une de l'actualité, les nouvelles déclarations choc du fugitif Houssine Arfa cette semaine ont fait scandale. L'année débute à peine que les esclandres du régime HVM continuent de défrayer la chronique. À Madagascar, les promesses d'un état de droit ne sont que chimères. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Le régime actuel cumule les faux pas. À peine entamons-nous cette nouvelle année que les histoires de corruption refont surface, mettant en premier lieu les dirigeants sous le feu des projecteurs. Les rebondissements dans l'affaire Houssine Arfa cette semaine en sont une parfaite illustration. Au début de la semaine, ce prisonnier fugitif a fait une déclaration à la presse française accusant la ministre de la Justice et la procureure générale en charge de son dossier d'avoir accepté des pots de vin pour contribuer à son évasion. Et pourtant, jusqu'à ce jour, la ministre concernée est restée terrée dans son silence, tandis que d'autres membres du gouvernement tentent tant bien que mal de noyer le poisson. Des réactions qui soulèvent moult interrogations auprès de l'opinion publique et de l'ensemble du corps judiciaire, comme l'a dénoncé le syndicat de la magistrature de Madagascar par le biais des déclarations de Fanir Souir Naïv, présidente de ce syndicat. D'autre part, de nombreuses affaires impliquant des hauts fonctionnaires de l'État au cours des 4 ans de mandat du régime Razonarmapian sont également restées sans suite, à l'exemple de l'affaire Claudine Razaimamundi, de la vente d'une partie de la propriété où est bâtie la Villa Elisabeth, la vente de l'arboretum d'Ambatpé ou encore celui de la zone de recasement Sisa-Nkourndjan au Kazmang. La priorisation de leurs intérêts personnels a amené les dirigeants à céder les biens de l'État aux plus offrants et à passer outre les lois en vigueur sur le territoire malagasy, alors que le peuple malagasy est le seul à en faire les frais. Le gouvernement n'a mis en place aucune politique de développement durable et efficace. Les conséquences des ravages causés par le passage du cyclone Ava en sont la preuve. Les Malagasy ne sont plus dupes, ils ne cèdent plus aux belles promesses, aux discours sans lendemain des dirigeants. Pour cette année, la nation malagasy exige une élection présidentielle afin de donner un nouveau départ au pays et exclure du régime ceux qu'il n'estime plus dignes de les diriger. Toujours dans ce contexte, le gouvernement est l'obstacle qui empêche de mettre en marche un processus électoral transparent et inclusif d'après l'association FTMF ou Fikambanantanour Mandalni Famarinan. Cette association a fait aujourd'hui une déclaration pour sensibiliser tous les acteurs du processus électoral à prendre leurs responsabilités. Une déclaration qui se résume en 3 points. Gaëtan Djaslav. La déclaration faite par l'association FTMF, ou Fikambanantanoura Mandalanfa Marinan, ce jour, se résume en 3 points. Il s'agit notamment d'un appel lancé au gouvernement afin de faire en sorte de passer rapidement à l'examen de l'avant-projet du code électoral, d'un appel lancé à la Commission électorale nationale indépendante pour un effort dans la mise en place du processus électoral. Et pour finir, cette association lance un appel à tous les citoyens malagasy afin qu'ils remplissent leurs devoirs en tant qu'électeurs. Au cours de cette déclaration, la FTMF a également déclaré que l'objectif prévu par la CENI en matière de nombre d'électeurs inscrits à la liste électorale ne sera probablement pas atteint. D'après nous, la prévision de la CENI en ce qui concerne le nombre d'électeurs inscrits à la liste électorale ne sera pas atteinte. Toutefois,
Nous lançons un appel à la CENI en particulier afin de trouver ensemble une solution. Organiser une refonte de la liste électorale avant l'élection, par exemple. Chaque mois, la CENI organise une rencontre avec la société civile afin de mettre en place une méthode de travail transparente et harmonieuse. Malgré cela, des zones d'ombre planent encore sur cette méthode de travail, créant des doutes au niveau des acteurs œuvrant dans le processus électoral. En ce qui concerne l'ajournement de l'examen de l'avant-projet de la liste électorale, c'est en grande partie dû à un problème au niveau du gouvernement. Vu que les travaux de la commission consultative ont été achevés au mois de juillet 2017, et pourtant, ce n'est qu'au mois de novembre que le comité interministériel a débuté ses travaux. Le pouvoir exécutif constitue l'obstacle qui empêche de mettre en marche un processus électoral transparent, inclusif et suivant les termes disposés par la Constitution, selon l'association FTMF. Cette année, Antananarivo est classée comme étant la ville la plus polluée de tout le continent africain et la troisième ville la plus polluée de la planète. La facilité de propagation des épidémies telles que la peste n'est de ce fait pas surprenante. D'ailleurs, un retour de l'épidémie de la peste est à craindre. Lily Rabiat. La capitale de Madagascar a été classée cette année comme étant la ville la plus polluée de toute l'Afrique et la troisième ville la plus polluée du monde. Il y a peu, la capitale a été victime de la prolifération de la peste. Le retour de cette épidémie est à craindre. Des mesures préventives doivent de ce fait être prises, que ce soit au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo ou du service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo avant qu'une nouvelle épidémie ne fasse son apparition. Et pourtant, en matière d'assainissement de la ville, aucune des deux parties ne veut en assumer l'entière responsabilité, chacune pointant l'autre du doigt. D'autre part, une journée ne suffit pas pour un assainissement général, il faut des mesures strictes et pérennes pour maintenir la ville au propre, alors que le service, qui a pour responsabilité la maintenance de la ville, fait partie des services auxquels le budget de fonctionnement, accordé dans la loi des finances, est le moins élevé. Le prix du kilo de viande de bœuf a augmenté de 3 000 arrières chez les détaillants. Une hausse constatée après le passage du cyclone Ava. Le nombre réduit de bœuf fournis aux abattoirs à cause des coupures de route en est la cause après les explications. Après le passage du cyclone Ava, le prix de la viande de bœuf a augmenté auprès de tous les détaillants. Si auparavant le kilo était vendu à 9 000 arrières, depuis quelques jours, son prix s'élève à 12 000 arrières, ce qui fait une hausse de 3 000 arrières par kilo. Cette augmentation de prix a pour cause un problème d'approvisionnement en bœuf dans la capitale, d'après les bouchers. Parfois, nous avons une baisse de quantité en ce qui concerne la viande de bœuf. Nous avons du mal à en obtenir, car l'offre en matière de viande de bœuf a beaucoup baissé. Dans cet abattoir, le nombre de bœufs abattus chaque jour a diminué de 30%. Si auparavant, 130 à 150 têtes de zébus y étaient abattues, aujourd'hui il n'en reste plus que 100. C'est la coupure de route dans le sud de l'île qui a causé la baisse de quantité de la viande de zébus. Toutefois, je ne sais pas si cette route a déjà été réhabilitée puisque des zébus provenant du sud ont été amenés récemment à la capitale. À Madagascar, la consommation quotidienne des Malagasy s'élèverait aux environs 2100 bœufs. D'autre part, environ 1800 bœufs par mois sont exportés en Chine, d'après les statistiques obtenues de Madaoumbi. Dans le reste de l'actualité, le taux de recrutement des enseignants non fonctionnaires au sein du ministère de l'Éducation nationale a baissé de 60%. Les chiffres sont passés de 10 000 enseignants par an à seulement 4 000 pour cette année. Par conséquent, seuls près de 5% des enseignants non fonctionnaires dans tout Madagascar pourront être admis comme fonctionnaires cette année. Les critères d'admission ne se limiteront également plus à l'ancienneté.
Les diplômes seront tenus en compte selon les explications. Par ailleurs, il s'agit aussi d'une occasion offerte aux autres ministères afin que ces derniers puissent augmenter leur taux de recrutement. Une décision qualifiée par le syndicat des enseignants éducateurs de Madagascar comme un non-respect de la loi et des promesses faites par le gouvernement. Passons maintenant à l'actualité internationale. Un an jour pour jour après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis se retrouvent dans une période de turbulence avec la fermeture partielle de l'administration fédérale. France 24. La motion est rejetée. Les tractations auront duré jusqu'au bout, mais les sénateurs républicains n'ont pas réussi à convaincre les démocrates de voter le prolongement temporaire du budget fédéral. Majoritaires avec 51 sièges au Sénat, les républicains n'ont obtenu que 50 voix, loin des 60 qui leur étaient nécessaires. Principal point de blocage, la situation des Dreamers, ces 690 000 immigrés arrivés clandestinement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants. Pour accepter un texte de compromis, les démocrates demandaient à ce qu'ils ne soient pas expulsés du pays. Intervenu en personne, le président des États-Unis leur a opposé une fin de non-recevoir. Le président Trump m'a invité à la Maison-Blanche ce matin pour discuter et j'ai dit oui. Pendant la réunion, j'ai accepté à contre-cœur de discuter du mur à la frontière mexicaine en échange du maintien du programme de protection des jeunes migrants, le DACA. Mais ça, le président Trump n'a même pas voulu en entendre parler. Le camp républicain, lui, accuse les démocrates d'être responsables de la situation. Ce à quoi nous venons d'assister, c'est un jeu cynique des démocrates qui ont décidé de laisser des millions de citoyens de côté pour des gains politiques irresponsables. Un shutdown était évitable à 100%, complètement évitable. Pour la première fois depuis 2013, le pays vit donc un nouveau shutdown. Les administrations vont être paralysées. Plus de 850 000 fonctionnaires ne seront pas payés. Un revers pour le président américain, un an jour pour jour après son arrivée à la Maison-Blanche. Et puis enfin, icône de la gastronomie française, Paul Bocuse est mort à l'âge de 91 ans. Le grand chef français a défendu les couleurs de la gastronomie française durant des décennies. Regardez. À 87 ans, Paul Bocuse prenait encore le volant pour nous faire découvrir sa région natale, au nord de Lyon. Je conduis à l'oreille. Quand ça fait du bruit, je m'arrête. Jamais il n'a quitté ses bords de Saône, une rivière à laquelle il était profondément attaché. Elle nous a nourris pendant la guerre. Il fallait savoir pêcher, il n'y avait rien à bouffer. Ce cuisinier hors norme était avant tout l'homme d'un terroir. Né le 11 février 1926 à Collonges au Mont-d'Or, il a toujours vécu dans cette maison de famille qui deviendra son restaurant 3 étoiles. Je suis né dans cette maison il y a 87 ans. Alors l'autre jour, il y a un journaliste américain qui me dit « Qu'est-ce que vous avez changé ?» Je lui dis « J'ai changé les draps. » Le petit Paul préfère la pêche et le braconnage au banc de l'école. Comme son père, comme son grand-père, il sera cuisinier. À 15 ans, il entre en apprentissage chez Claude Marais, un restaurateur lyonnais. Moi, je suis un enfant de la guerre, donc si vous voulez, j'ai commencé en 41. Donc si vous voulez, un moment difficile, j'étais dans un petit restaurant. C'était ce qu'on appelait à l'époque un restaurant de marché noir. Et pour faire un apprentissage, c'était très bon pour la bonne raison qu'il fallait savoir tout faire. Il fallait savoir tuer le cochon, tuer le veau. En 1944, il s'engage dans l'armée de la libération du général de Gaulle. Blessé en Alsace, il est soigné par les Américains et participe en 1945 au défilé de la Victoire. Il reprend ensuite son apprentissage auprès des meilleurs chefs de l'époque. La mère Brasier à Lyon et surtout celui qui restera son modèle, Fernand Point, chef du restaurant La Pyramide à Vienne. En 1975, Valéry Giscard d'Estaing lui décerne la Légion d'honneur. Dans les cuisines de l'Élysée, c'est lui qui régale. Il crée pour l'occasion sa célèbre soupe aux truffes, dite soupe VGE. En 1988, consécration suprême, il entre dans le Petit Larousse, non loin de Bokassa et tout près de Bacchus. Premier chef médiatique, Paul Bocuse défend la gastronomie française dans le monde entier. Fier de son pays, il a même un coq gaulois tatoué sur l'épaule. En 1992, quand McDonald's utilise son image pour vendre des hamburgers, il voit rouge et attaque en justice.
Surtout que je dépose mon image de marque et mon nom dans le monde entier, c'est pas pour que McDonald's l'utilise. Cela ne l'empêchera pas de créer 16 ans plus tard son premier fast-food de luxe, car le cuisinier est aussi un redoutable homme d'affaires. Il fit de son nom une marque internationale. En France, aux États-Unis, au Japon, il possédait une quinzaine de restaurants, chiffre d'affaires estimé près de 50 millions d'euros en 2012. Après un triple pontage du cœur en 2005, Paul Bocuse avait contracté la maladie de Parkinson. Il a formé des générations de cuisiniers, créé une école à Écully et un concours international de cuisine, les Bocuse d'Or. Si vous avez quelque chose à changer encore aujourd'hui, ou dans votre cuisine, ou même dans votre vie, vous changeriez quoi? Je referais la même chose. Vous ne changeriez rien? Non, c'était trop formidable. Ce métier m'a tout amené. Monsieur Paul fut le premier chef à sortir des cuisines pour mettre en lumière son fabuleux métier. Jusqu'au bout, il resta aux petits soins pour ses clients. Sa recette du bonheur était gravée sur ses fourneaux. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Les nouvelles déclarations choc du fugitif Houssine Arfa cette semaine ont fait scandale. L'année débute à peine que les esclandres du régime HVM continuent de défrayer la chronique. Et puis à Madagascar, les promesses d'un état de droit ne sont que chimères. Le gouvernement est l'obstacle qui empêche de mettre en marche un processus électoral transparent et inclusif d'après l'association FTMF. Et enfin, un an jour après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis se retrouvent dans une période de turbulence avec la fermeture partielle de l'administration fédérale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.